Un énorme wyvern volait en cercle dans le ciel. Il battait de ses ailes majestueuses et planait à travers les terres désolées, plus libre que tout. Cette vision même était la raison pour laquelle Asta, de la grande maison magique de Clan, a décidé de démissionner en tant que dépanneur. L'air s'emplit des cris stridents des corbeaux tandis qu'Asta serre son emprise sur l'homme. L'homme le regarde et lui dit qu'il cachait ses vraies compétences tout ce temps parce que son pouvoir n'est pas quelque chose qu'un simple dépanneur devrait avoir. Asta ricane et révèle un tome magique en sa possession. L'homme reconnaît le tome magique car c'est la raison pour laquelle ils ont été déployés sur le terrain et pas seulement pour tuer un chien de chasse comme lui. Asta est d'accord puisque l'instrument magique dans ses mains doit être important pour que la maison de Clan se montre. Il demande alors comment l'utiliser, mais l'homme prétend qu'il ne sait pas comment. Cela fait penser à Asta que le livre doit valoir tellement pour qu'il le poursuive aussi loin. L'homme lui dit de lui remettre le livre et lui propose de plaider auprès du chef pour qu'il fasse preuve de clémence et le laisse redevenir un dépanneur. Cependant, Asta refuse, affirmant que le responsable des dépanneurs ne peut pas le sauver maintenant. Il sourit à l'homme et lui demande s'il a des derniers mots avant de le tuer. L'homme essaie de se libérer, mais il est complètement à la merci d'Asta. Soudain, une présence dangereuse apparaît, secouant Asta jusqu'au plus profond de son être. L'homme nouvellement arrivé avec l'aura vicieuse se présente comme Ferran Von de Clan, le chef de la maison magique de Clan du continent oriental. Avec son aura puissante, il regarde Asta et lui dit de lui rendre le tome. Asta est un dépanneur depuis plus d'une décennie et a passé la moitié de sa vie avec les deux clans, mais c'est la première fois qu'il voit le chef du clan en personne. La maison de Clan est la première famille magique du continent oriental, et on dit que son chef est le mage le plus puissant de son histoire. Maintenant qu'il le voit en chair et en os, cela semble vraiment vrai. Indifférent, Asta rejette sa demande, refusant de lui donner son butin durement gagné, traitant le chef déhonté. Ferran rit de sa déclaration audacieuse, tandis que le dépanneur regrette d'avoir mangé le wyvern à l'époque et tremble maintenant devant l'aura du chef de clan, il est le mage le plus impressionnant qu'il ait jamais vu. Le chef affirme qu'il serait plus facile de le tuer et de prendre le tome, mais il propose ensuite à Asta de revenir dans l'aile de Clan. S'il remet le tome, il acceptera à nouveau le dépanneur et oubliera tout ce qu'il a fait. Le chef reconnaît que son talent est vraiment remarquable et ne pouvait pas croire qu'il ne l'avait pas reconnu plus tôt. Le dépanneur n'était qu'un sale vagabond de la zone grise, maîtrisant des techniques de merde que seuls les dépanneurs utilisent. Et avec lui comme membre de deux clans, il pourrait s'envoler haut. Avec cela, les deux clans pourraient également bénéficier de son utilisation comme lame. Ferran suggère qu'ils se battent côte à côte et rendent leur clan encore plus grand, promettant à Asta qu'il entrera également dans l'histoire, mais avec une condition, il doit rendre le ton. Asta est d'accord, ce qui satisfait le chef de sa réponse. Cependant, le dépanneur a également une condition. Donnez-lui le siège de chef, et il envisagera de rejoindre à nouveau le clan. Sa réponse rend le chef visiblement mécontent. Asta lui montre avec confiance son pouvoir et met fin à l'homme en face de lui, le défiant à un combat plus qu'il n'est pas disposé à abandonner facilement le ton magique. Ferran l'avertit qu'il pourrait mourir s'il le défie, ce qu'il reconnaît parfaitement. Malgré cela, il charge vers le chef et se heurte à lui. Ils échangent des attaques, mais il est clair que Ferran est un mage plus expérimenté qu'Asta. Le dépanneur est évidemment désavantagé et perdu dans ses pensées quant à la puissance de son adversaire. Ferran utilise sa distraction comme levier et attaque son ennemi. Il sous-estime son adversaire, lui disant qu'ils sont juste à des niveaux différents et que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas mesurer car l'écart entre eux est tout simplement trop grand. Le chef lance alors un grand cercle magique et le projette vers le dépanneur, le malmenant un peu. À un désavantage évident, Asta demande s'il peut annuler sa décision et s'incliner devant le chef. Ferran ricane, ne le croyant pas. À ce moment, Asta lance son sort le plus puissant et le projette dans la direction du chef, disant qu'il en a fini de suivre les ordres du clan et d'être leur laquais. Il en a fini d'être leur chien et fatigué de vivre à l'intérieur de son chenil, même s'il est brillant et grand. Ferran le traite de pathétique et tape sa canne sur le sol, produisant un autre énorme cercle magique. Il montre ensuite au jeune homme son pouvoir écrasant que tout le monde vénérait. Alors qu'il se remet de ses blessures, Asta se souvient du wyvern qu'il a vu ce jour-là voler librement dans le ciel. Ferran s'approche de lui, reconnaissant que sa résistance dans leur combat était impressionnante et que cela a dû lui enseigner la différence évidente de leur pouvoir. Asta admet que le chef est incroyablement fort. Le chef demande alors s'il veut continuer leur conversation. Asta ricane cette fois, lui disant qu'il ne veut plus être un dépanneur. Cependant, le chef précise qu'il ne lui demandait pas d'être un dépanneur, mais d'être le chef de la famille Bonchin. Cela choque le jeune homme, car la maison de Clan est assez puissante pour défier le trône, et pourtant ils veulent qu'il les serve comme l'un des chefs de leur famille vassale. Ferran lui dit qu'il sous-estime sa valeur, et qu'il veut Asta et le tome. En guise de réponse, Asta sort le tome et le remet au chef de clan. Ferran est ravi, disant qu'il a fait le bon choix et que cela règle tous ses crimes. Cependant, à la surprise de l'homme, Asta brûle le tome avant même qu'il ne puisse l'obtenir, le rendant inutile. Il dit au chef qu'il n'a jamais été à leur merci pour de l'argent, car être un dépanneur ne paie pas vraiment. Il demande ensuite si le chef a entendu parler du dépanneur mangé par le jeune maître de deux clans,
révélant que ses coéquipiers ont été mangés par les deux clans et qu'ils ont étouffé l'affaire. Tout était pour la vengeance. Asta nie cela, disant qu'il est conscient que les mensonges des dépanneurs sont courts et bon marché, mais il voulait juste s'assurer qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Cependant, cela coûte beaucoup d'argent et d'ailleurs, il a finalement décidé de prendre sa retraite et il ne va pas retourner dans le chenil. Sur ce, Faron claque des doigts et l'enveloppe d'une flamme bleue brûlante. La flamme est la flamme bleue la plus prisée des deux clans, et elle ne s'éteint jamais. Il brûlera de la manière la plus lente et la plus atroce qui lui fera regretter son choix de toutes les fibres de son être. Asta refuse de regretter sa décision et refuse de retourner en tant que chien de deux clans, disant qu'il préférerait de loin retourner dans la zone grise. Il préférerait choisir de mourir et se sent plus libre qu'avant alors que les flammes bleues engloutissent tout son être. C'est dommage qu'il ne survive pas, mais il n'a aucun regret. Donc, s'il renaît un jour, il trouvera la liberté et se vengera correctement pour les personnes qu'il chérissait. Soudain, à son grand choc, tout s'est arrêté. Il regarde alors le tome brûlant dans sa main, qui est confiné dans une aura magique écrasante. Il porte alors soudain un symbole magique sur sa poitrine, se demandant ce qui se passe. Asta est choqué de ne plus être brûlé à mort et sent que quelque chose ne va pas. Il regarde alors autour de lui et remarque qu'il est dans un endroit familier. Il est retourné dans le passé et il est de nouveau dans la zone grise. C'est l'endroit où il mendiait chaque jour avant de devenir un dépanneur. Alarmé, il n'arrive pas à croire qu'il est retourné dans le temps. Dans une petite rivière à l'intérieur de la zone grise, Asta regarde son reflet et voit qu'il s'est transformé en son jeune moi. Il se rend alors compte que la marque qu'il a acquise du tome est toujours incrustée en lui. Il est sûr que le grimoire magique est ce qu'il a ramené dans le passé, et le fait que le chef de la famille de clan soit venu chercher le livre montre à quel point l'artefact est important. Il chasse ses pensées et se concentre sur la seule bonne chose, il est de retour dans le passé. Pour se convaincre que ce n'est pas qu'un rêve, il prend une profonde inspiration et perçoit l'odeur familière d'égout des salles de cours de cils. C'est indubitablement réel. Serrant le poing, il le lève avec une détermination renouvelée, déclarant que c'est sa chance de réussir tout ce qu'il entreprend. Il se souvient du rêve qu'il partageait autrefois avec ses camarades, une promesse qu'ils ont tous faite ensemble. Il se souvient d'une conversation avec l'un de ses camarades selon laquelle, en tant que vagabond né dans la zone grise, il ne pouvait pas avoir accès aux besoins de base comme bien s'habiller, bien manger et faire des études. S'il ne s'agissait que de faim, il ne serait pas devenu des rats dans les égouts. D'un air nonchalant, Asta lui dit que ça va, ce qui agace visiblement son camarade qui lui lance un regard de côté. Le camarade poursuit en disant que le fait de ne pas avoir fait d'études était la partie la plus amère de leur vie. S'ils avaient étudié, ils ne vivraient pas comme des esclaves pour ces salauds. Alors, s'il prend sa retraite un jour, il veut construire une bibliothèque, un endroit où n'importe qui, sans distinction d'argent, de statut ou de sexe, peut lire des livres librement. Mais Asta veut aller encore plus loin, et il imagine donc construire une grande bibliothèque où il pourrait mettre n'importe quel type de livre, mais se dit qu'un livre doit être le manuel secret des deux clans juste à l'entrée au premier étage avec un regard fou sur son visage. De cette façon, même les vagabonds de la zone grise, les enfants nobles illégitimes ou les fils de bouchers pourraient en avoir une copie. La couverture portera les armoiries des deux clans et à l'intérieur se trouveront les techniques secrètes qu'ils chérissent plus que leur vie. Le simple fait d'imaginer que les deux clans vont chuter à cause de cela lui met l'eau à la bouche. Cependant, le problème est de savoir comment il va mettre la main sur le manuel, mais il se rend compte que son futur lui en sera responsable. Alors qu'il élabore une stratégie sur la façon dont il va diffuser le manuel des deux clans, un coup de pied violent lui arrive soudainement au visage, le faisant tomber au sol avec un grand bruit sourd. Le jeune homme nommé Spotty déclare qu'il le cherchait, qu'il gardait sa place et que tout le temps il se cachait là. Asta essaie de se souvenir de qui est le jeune homme qui l'attaque. Agacé, il attrape son pied et bloque son attaque, à la grande surprise de Spotty. Asta lui lance un regard noir après avoir reçu 7 coups de pied et jure de lui en rendre 70 en retour. Il essaie de donner un coup de poing au garçon, mais s'arrête à mi-chemin lorsqu'il remarque que sa phalange brille. À cause de cela, Spotty profite de l'occasion pour le frapper à la place et l'attaque à plusieurs reprises une fois qu'il est de nouveau à terre. Ça fait un mal de chien. Mais pour Asta, c'est sa fierté qui souffre le plus qu'un jeune homme soit en train de le démolir. L'homme marche alors soudainement sur un rocher et perd pied, ce qui le fait tomber dans la rivière. Asta profite de cette occasion pour s'enfuir et jure de se souvenir du visage de Spotty et des coups qu'il a portés, promettant de les porter sur sa poitrine comme une médaille. Dans une ruelle, il se sent pathétique qu'un dépanneur vétéran comme lui ait été vaincu par un voyou. Il regarde sa main blessée, qui a été foulée en frappant il y a un moment. Reconnaissant que son corps est trop faible, il décide de réparer son corps d'abord avant de construire la tour. Juste à ce moment-là, un garçon apparaît à côté de lui et lui demande s'il a faim. Il observe le garçon qui a l'air d'un désastre, mais qui porte des vêtements chers, pensant qu'il est probablement l'enfant d'un noble qui est tombé en disgrâce lors d'une lutte de pouvoir. Le garçon se présente comme Damian et partage que le nom de sa mère est Bianca. Asta est agacé, demandant si le garçon n'a pas toute sa tête. Damian admet alors qu'il n'a plus de mère, ce qui fait qu'Asta avoue qu'il n'a pas de père. Ils gagnent donc et ils doivent se séparer.
Il se dit qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec une bombe comme ça et l'abandonner avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Il essaie alors d'ignorer le garçon, mais il ne quitte pas son côté et propose de l'accompagner. Cela l'exaspère encore plus, mais Damien voit alors sa blessure et propose de le soigner. Juste à ce moment-là, la main du garçon brille et commence à guérir sa main blessée, disant qu'il vient de lui montrer le toucher magique. Cependant, Asta ne le croit pas et sait que ce qu'il a fait s'appelle la guérison de la lumière, une technique secrète de la famille Blandé, qui est tombée en disgrâce à cause de la famille de Clan. Son instinct de dépanneur lui dit qu'il s'est maintenant impliqué dans quelque chose de sale et de dangereux. Il se demande pourquoi un enfant Blandé se trouve dans la zone grise, car la famille Blandé devrait encore être forte à cette époque. Damien s'illumine lorsqu'il entend Asta appeler son nom, qui se souvient maintenant du membre de la famille Blandor avec des yeux étranges. Damien doit être le monstre de Blandor, le boucher fou qui ne mourra pas même si vous le tuez. Damien von Blandor. Maintenant, il ressemble juste à un enfant innocent et naïf, regardant joyeusement les fourmis. Asta se souvient de l'époque où il était encore dépanneur. Lui et ses camarades se sont rendus au domaine de la famille Blandé sur ordre de la famille de Clan. Ils étaient hésitants au début parce que c'était une famille influente, mais ne pouvaient pas refuser les ordres des supérieurs. Ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait un monstre dans le domaine et que, soi-disant, des dizaines de personnes étaient mortes. Il se demandait si ses camarades parlaient d'ogre, mais il a ensuite vu ce qu'il voulait dire de ses propres yeux. Ce n'était pas un ogre, mais une sorte de bête plus terrifiante. Une personne déchirant une autre personne et lançant sa magie de guérison unique à l'infini tout en riant alors qu'il se battait dans une pure folie. L'homme serait connu comme le boucher de la famille Blandé, quelqu'un qui ne pouvait pas être tué même si tout le monde essayait. Cependant, en ce moment, il n'est qu'un enfant naïf aux yeux d'Asta, qui se demande pourquoi un descendant direct de la famille Blandé et le seul fils du chef se trouverait dans un endroit aussi dangereux. Après avoir admiré les fourmis, Damien annonce qu'il a faim et qu'il veut manger, ajoutant que sa mère lui a dit que s'il veut rester en bonne santé, il doit bien manger ou il tombera malade s'il ne le fait pas. Asta se lève et convient qu'ils doivent manger, demandant au garçon s'il a de l'argent. Damien lui montre alors un sac de pièces d'or. Asta met son bras autour des épaules du garçon, déclarant qu'ils sont maintenant amis, disant qu'ils devraient partager ce qu'ils ont, évidemment, ayant un motif caché maintenant qu'il sait que Damien a de l'argent. Pendant ce temps, le garçon est excité d'avoir un ami maintenant. Plus tard, Asta rote après avoir mangé un bon repas, gracieuseté de son nouvel ami. Il se sent rafraîchi aussi après s'être lavé. Pendant ce temps, Damien regarde autour de leur chambre, ne sachant pas qu'il y avait une maison au-dessus de l'endroit où ils ont mangé, car il a toujours dormi dehors. Il réitère alors qu'il n'a pas non plus de père, comme s'il traitait leur manque de parents comme une compétition. Damien continue d'agir naïvement, ce qui l'agace. En fin de compte, il choisit d'évaluer davantage la situation et demande au garçon depuis combien de temps il est seul dans la zone grise. Damien répond qu'il s'est enfui de chez lui et qu'il a dormi dans la rue 10 fois maintenant. Asta réfléchit à cela et en déduit que Damien est dans la zone grise depuis 10 jours maintenant et se demande si le garçon est poursuivi. Le garçon admet qu'il fait aussi beaucoup de siestes et en fait, il en fait 2 fois par jour. Avec cela, Asta pense qu'il n'est peut-être dans la zone grise que depuis 3 ou 4 jours maintenant. Il se rend compte que cet enfant est vraiment loin du fou de l'avenir et prévoit d'agir comme sa nounou et de nouer une relation avec la famille Blandor de cette façon. De cette façon, il aura un moyen de pression contre la famille de Clan et pourra être leur allié, car les familles prestigieuses ont beaucoup de livres qu'il peut utiliser. Cependant, il décide de s'occuper de quelque chose d'abord et se souvient du garçon qui lui a donné 57 coups de pied et de poing, qui sont encore gravés dans sa poitrine. Il dit alors à Damien qu'il va s'allonger un peu, donc le garçon ne doit pas le déranger et l'avertit que s'il le fait, il y aura un gros problème. Il dort ensuite et pratique sa respiration et dit à Damien qu'après l'avoir fait, il devrait le faire aussi. Il ferme les yeux et ajuste sa respiration. Dans sa vie passée, il a jeté les bases de la magie grâce au sort standard donné aux dépanneurs, mais les limites étaient claires. C'est pourquoi il s'est introduit en douce dans diverses maisons nobles et a volé des sorts et cela l'a fait presque mourir de nombreuses fois. Mais ça vaut le coup car il a pu apprendre la technique du corps endurci utilisée par les chevaliers, l'invocation de magie spirituelle, l'alchimie et un tas d'arts aléatoires. Cependant, juste avant de mourir, il a rencontré le chef de la famille de Clan, qui était vraiment l'incarnation de la vraie puissance. À ce moment-là, il jure qu'il doit pratiquer l'art fondamental de Clan, la technique de l'origine céleste, qui est un art fondamental de tous les sorts de Clan qui peuvent accueillir tous les attributs du mana. Il a mémorisé l'art une fois pour la recherche et maintenant il peut l'utiliser. Il lâche alors prise et utilise la technique de respiration qu'il a apprise, activant le mana dans son corps. Il a instantanément chaud comme si de la lave coulait dans son corps. Bien qu'il souffre d'une douleur atroce, il se dit de se concentrer et de contrôler la montée en puissance en lui. Soudain, il sent des impuretés ramper lentement sur lui et se demande pourquoi elles sont là. Il se souvient alors d'un sort de haut niveau utilisé uniquement par les mages d'élite et les familles nobles. Un qui est utilisé uniquement sur les lignées directes, ce qui force le mana à brûler les impuretés dans les circuits. Il lance alors le sort douche de mana, éradiquant toutes les impuretés de son corps.
Il se réveille en sursaut, trempé de sueur après avoir lancé le sort. Reprenant son souffle, il se demande combien de temps s'est écoulé et voit que Damian dort paisiblement à côté de lui. Encore sous le choc de son exercice de respiration, il réalise qu'il ne reste plus d'impureté dans son circuit et que son mana a été purifié, ce qui lui a donné une pureté encore plus grande que dans sa vie passée. Pourtant, vaincre la famille de Clan semble trop tiré par les cheveux et même s'il devait naître 100 fois, cela pourrait être impossible pour lui. Cependant, une chose est sûre, ses chances de gagner viennent d'augmenter et il continuera à travailler sur ses chances de les battre. Le lendemain matin, Damian est gonflé à bloc après qu'on lui ait coloré les cheveux en brun pour couvrir ses cheveux platines apparents et éviter les regards indiscrets. Ils ont également changé ses vêtements afin qu'il ne soit pas attrapé par la famille Blandor. Sentant qu'il a encore d'autres projets, Damien demande ce que son ami veut encore faire. Asta lui sourit, disant qu'ils vont semer le chaos. Pendant ce temps, le jeune homme qui a agressé Asta plus tôt s'étire après s'être réveillé d'une bonne sieste. Il a alors l'air surpris de voir Asta et Damien devant lui. Il essaie d'intimider le garçon en lui demandant où il s'était enfui et insulte son apparence. Il scrute Damien et commente que le garçon a l'air plutôt riche. Alors qu'il réduit leur distance, Asta balance son poing et le connecte avec beaucoup de force dans l'estomac de Spotty, l'assommant instantanément. Il déclare ensuite qu'il donnera au garçon 123 coups pour tous les coups reçus plus tôt. Les amis du garçon entendent le remue-ménage et viennent immédiatement à son secours. Cependant, cela excite encore plus Asta embrasse pour le combat avec son nouvel ami. Asta lance des coups de poing à gauche et à droite, donnant au voyou une leçon douloureuse. Il apprécie en fait le combat, canalisant le mana à travers ses poings alors qu'il frappe vite et fort, chaque coup atterrissant avec une précision qui laisse Damien en admiration. Lorsque Damien laisse échapper à quel point il est incroyable, Asta sourit et le corrige, disant qu'il n'est pas génial mais incroyable. Damien guérit les voyous battus, incitant Asta à les frapper à nouveau en succession rapide. Au moment où le soleil se couche, tous les voyous sont à terre, gémissant de défaite, sauf Spotty, leur dernier membre debout. Après l'avoir achevé, Asta demande combien de fois il a été battu. Spotty, étourdi et hébété, dit qu'il a perdu le compte. Souriant, Asta appelle Damien, qui guérit avec empressement le pauvre homme une fois de plus. Les deux amis le regardent avec une excitation folle dans les yeux. Terrifié, Spotty leur crie d'arrêter, les traitant de démons et disant qu'il ne peut compter que jusqu'à 2 chiffres. La nuit tombe et les voyous battus s'alignent, remerciant Asta et Damien pour la leçon qu'ils viennent de recevoir. Asta sourit fièrement, satisfait de son travail après tout. Débarquer plus de 100 coups de poing par personne pour un total de plus de 1000 est tout un exploit même pour un dépanneur chevronné comme lui. Spotty, toujours endolori, demande timidement s'ils peuvent partir maintenant car ils sont épuisés par la longue journée. Asta lui fait signe de partir avec la permission, mais le garçon explique nerveusement que cet espace est en fait leur maison, il est donc difficile pour eux de partir. Le sourire joyeux d'Asta se transforme en un regard noir, refusant clairement de bouger d'un pouce. Paniquant, le groupe décide rapidement de se perdre quand même, s'éloignant en traînant les pieds, vaincu. Alors qu'il regarde les voyous disparaître au loin, Asta sent soudain une autre présence approcher rapidement, nette et distincte. C'est le genre d'aura qu'un dépanneur chevronné aurait, et à en juger par sa direction, c'est probablement après lui. Restant alerte, il se demande comment ils ont réussi à le retrouver. Il n'arrive pas à y croire, la famille Blandé l'a enfin retrouvé. Sentant le mana se rapprocher, Asta analyse rapidement la situation. Un seul sort ne suffira pas à arrêter celui-ci, et même le combat au corps à corps serait risqué. À en juger par la force de l'énergie qui approche, il réalise que cette bataille ne sera pas facile. Même lorsqu'il était encore un dépanneur, Astin n'a jamais possédé une abondance de puissance magique, pas même une seule fois. Il avait toujours vécu face à des situations inconnues comme celle-ci, où les chances étaient contre lui. Rassemblant tout le mana autour de lui, il commence à le comprimer étroitement, canalisant chaque once d'énergie dans son corps. L'air tremble de puissance alors qu'il se prépare pour le combat imminent. Ceci, se dit-il, pourrait être sa seule chance de frapper efficacement. Il concentre sa magie sur le bout de son doigt et tire le mana condensé. Mais à sa surprise, l'homme devant lui tombe soudainement à genoux et fond en larmes. Damian, surpris, le reconnaît instantanément comme Alfredo, le maître d'hôtel de sa famille. Sanglotant de manière incontrôlable, Alfredo avoue qu'ils l'ont cherché partout, incapable de manger ou de dormir par pure inquiétude. Serrant fermement Damian, il jure de ne plus jamais le lâcher jusqu'à ce qu'il le ramène à la maison, offrant même sa vie pour la sécurité de son jeune maître. Réalisant à quel point il est devenu émotif devant Asta, il reprend rapidement ses esprits et se présente correctement comme Alfredo de la famille Blandor. Il remarque à quel point Damian semble apprécier Asta, et avec un sourire poli, l'invite à retourner avec eux au domaine de Blandor. Asta, cependant, reste prudent. Il sait trop bien que la famille Blandor méprise tout ce qui est sale ou les gens ordinaires comme lui. Pourtant, il ne peut ignorer l'opportunité. Après tout, il avait prévu de créer un lien avec les Blandor à terme et maintenant, cette chance est arrivée plus tôt que prévu. Avec cela, sa porte d'entrée dans la ville est assurée. Il aura accès à l'académie Xénian, qui est la meilleure de l'Est,
et à sa bibliothèque, qui est également réputée être la bibliothèque la plus prestigieuse de l'Est. Comme il va construire la meilleure bibliothèque, ce ne sera pas une mauvaise idée d'y jeter un coup d'œil aussi. Comme tout se passe selon son plan, il accepte l'invitation. Alfredo est ravi de sa décision et se déplace pour aller chercher la calèche. Asta suit et se demande si la nourriture de la famille Blandé a bon goût. Plus tard dans la nuit, le trio est arrivé au domaine de Blandé. Asta sort de la calèche et regarde le gigantesque manoir devant lui. Comme il est déjà tard, Alfredo leur dit de se reposer confortablement pour la nuit et les confie à leur servante, Lancy. La servante lance un regard noir à Damien, qui se tortille sous son regard scrutateur. Il reconnaît immédiatement qu'il a commis une erreur et se fait battre par sa propre servante. Pendant ce temps, Alfredo marche dans les couloirs sombres du manoir et s'arrête devant une grande porte. Il frappe et entre dans la pièce, rapportant à Bianca, la matrone de la maison, qu'il vient d'arriver après avoir ramené Damien à la maison, qu'il avait trouvée dans la zone grise. Après avoir entendu cela, la femme se fâche et lance un sort, avertissant que s'il y a le moindre problème avec son fils, l'enfer se déchaînera. Alfredo la calme et explique la situation. Après avoir entendu ce qui s'est passé, Bianca se calme, ce qui soulage le majordome car sa matrone a du mal à se contrôler quand il s'agit de la sécurité de son fils. Bianca était autrefois appelée la sorcière de sang, et c'est un vrai soulagement qu'elle n'ait pas à libérer son pouvoir si quelque chose était arrivé à son fils. Elle exprime sa gratitude à Alfredo, qui est heureux d'avoir servi sa matrone avec dévouement. Cependant, il rapporte qu'il y a quelque chose d'inhabituel à propos de l'ami que Damien s'est fait cette fois et mentionne que le jeune homme avait remarqué sa présence avant même qu'il ne se montre et était prêt à contrer l'attaque. Quand ils se sont affrontés, la magie dans la main du garçon était une balle de mana. La matrone trouve que c'est un talent étonnant et dit que pour un enfant de posséder une telle puissance de la zone grise est vraiment inhabituel. Sur ce, Alfredo a ensuite demandé une faveur à la matrone. Le lendemain, à la surprise d'Asta, le majordome lui demande avec enthousiasme d'être son successeur, confiant qu'il ne refusera pas une offre aussi séduisante. Il est un majordome d'une famille prestigieuse, et c'est une occasion parfaite de laisser derrière lui sa vie de vagabond de la zone grise et d'obtenir un emploi à revenu élevé et même de l'honneur. Cependant, le majordome est stupéfait et n'en croit pas ses oreilles quand Asta lui répond par un non catégorique. Alfredo est tellement pris au dépourvu qu'il se dit qu'il a du mal à entendre Asta, rejetant son offre. Asta le remercie pour l'offre mais lui dit qu'il préfère que les choses restent les mêmes. Alfredo ne comprend toujours pas. Il essaie de parler au garçon et de lui faire savoir qu'il ne sait pas ce qu'il rejette. Le majordome le compare à un gobelin dans un canyon qui ignore les dangers au-delà des montagnes. Asta n'est pas d'accord et dit qu'il est plus une vouivre qui peut être n'importe où. Alfredo est tellement frustré qu'il ne peut pas se faire comprendre par le garçon qu'il brise le sol d'une poussée de ses pieds. Les muscles crispés, il jure de faire comprendre au garçon à quel point le monde est terrifiant. Plus tard, Alfredo présente Asta à son groupe d'apprentis majordomes, qui s'adressent tous à Alfredo avec respect en l'appelant maître majordome à l'unisson. Alfredo demande à Asta ce qu'il pense du groupe d'élite devant eux. Alta regarde le groupe d'adolescents et est impressionné de voir comment ils dégagent la présence de vétérans bien entraînés malgré leur âge. Ce qui attire le plus son attention, c'est la façon dont ils le regardent tous avec un sourire qui cache à peine leur dédain pour lui. Alfredo dit à Asta qu'il brillera tout aussi fort qu'eux, voire plus, s'il accepte sa proposition. Pourtant, le garçon dit non, décevant le majordome. L'un des majordomes de l'équipe, Winstor, lève la main. Winstor partage son opinion selon laquelle Asta n'est peut-être pas assez observateur pour évaluer correctement l'offre. L'apprenti propose de donner à Asta une expérience pour lui faire savoir à quel point l'offre qu'il lui fait est excellente. Alfredo se rend compte que Winstor suggère d'avoir un duel avec Asta et pense que c'est une bonne idée. Il demande à Asta s'il veut se battre en duel avec le jeune homme. Asta regarde le groupe d'apprentis et sent qu'il le déteste pour avoir été proposé comme successeur d'Alfredo alors qu'il n'est qu'un vagabond sorti de nulle part. Asta demande à choisir son adversaire, puis pointe du doigt Winstor, surprenant tout le monde, il continue à pointer du doigt 4 autres apprentis et dit qu'il affrontera 5 adversaires. Il demande à l'apprenti s'ils ont peur de son défi. Alfredo se met soudain à rire aux éclats, sachant qu'il a l'attitude appropriée pour être son successeur. Le maître majordome accepte le duel et offre au garçon un cadeau s'il peut durer 1 minute. Il avertit cependant qu'il doit assumer la responsabilité s'il ne peut pas durer 1 minute. Asta en déduit qu'il voulait dire qu'il devait accepter l'offre de lui succéder s'il perdait. Il l'accepte. Ils se rendent donc dans la salle d'entraînement où Asta et ses adversaires sont au centre de la pièce, face à face. Runfi, l'un des assistants d'Alfredo, essaie de dissuader le maître majordome du duel en suggérant que le duel est dangereux. Alfredo est tellement déterminé à briser l'obstination d'Asta qu'il dit que c'est la raison même pour laquelle le duel doit avoir lieu. Cela inquiète Runfi, qui pense qu'il aura des ennuis s'il blesse l'invité de Damien de quelque manière que ce soit. Runfi voit Damien à côté de lui et essaie de le convaincre que son ami aura des ennuis s'il n'arrête pas le duel. Les yeux de Damien brillent à l'excitation du duel, et Runfi peut dire qu'il n'y a aucune chance de l'arrêter maintenant. Alfredo dit à Runfi de commencer le match, et le jeune homme pleure en acceptant de le faire.
Rinfi explique les règles aux duellistes et comment il s'agit d'un système au tour par tour. Alfredo le corrige en disant qu'il s'agit en fait d'un chacun pour soi. Cela amène Rinfi à dire aux concurrents que le duel est un chacun pour soi où le combat continue jusqu'à ce qu'un camp se rende. Asta et les 5 apprentis se dévisagent. Winster pense à quel point il est prêt à humilier le garçon qu'il considère comme un sale gosse. Rinfi commence le duel. Soudain, Winster est touché par une lumière bleue à l'estomac. Les 4 autres apprentis sont touchés par la même chose, ce qui fait que beaucoup d'entre eux ont trop mal pour se tenir debout. Asta s'approche d'eux avec 5 boules de mana comprimées en lévitation sur sa main. Le garçon dit à ses adversaires de ne jamais le sous-estimer. Windstorm est choqué de voir qu'Asta contrôle 4 balles de mana à la fois au milieu du combat. Asta tire les balles de mana sur ses adversaires tout en leur disant de ne pas juger les gens comme lui si facilement. Toutes les balles touchent le front de l'apprenti. Asta se met à bout portant du visage de Windstorm pour le frapper, alors qu'il avertit l'adolescent que le monde est vaste et amer. Il frappe Windstorm, le renvoyant en arrière. Asta dit aux 5 qu'ils doivent apprendre toutes ces leçons. Il est en train de les imprégner. Winster lui crie dessus pour avoir frappé alors qu'il est censé utiliser la magie. Alors qu'Asta donne un coup de pied au visage de Windstorm, il lui assure qu'il utilise la magie physique. Tout le monde reste bouche bée en regardant Asta battre ses 5 adversaires. Alfredo se souvient comment Asta était sur le point d'utiliser une balle de mana sur lui lors de leur première rencontre. Et maintenant, il sait qu'il serait mort s'il avait été touché. Il est impressionné par le contrôle du mana du garçon, ainsi que par la façon dont il est monstrueux maintenant qu'il bat ses adversaires. Une voix appelle Alfredo, surprenant le majordome. Il regarde autour de lui et voit que la chef des Blancs d'Or, Bianca, est arrivée. La voir arriver pour mettre fin à la folie soulage Rinfi. Alfredo rapporte à Bianca que le duel a eu lieu parce qu'il voulait effectuer un simple test. Bianca regarde tous les adolescents battus par Asta et voit que le test est allé trop loin. Elle dit à Alfredo de retirer ses stagiaires. Elle se tourne ensuite vers Damien et lui dit de retourner dans sa chambre. Au grand choc de Rinfi, Bianca le renvoie. Plus tard, Alfredo s'excuse auprès de Bianca pour le déroulement du duel. Il poursuit en rapportant qu'Asta s'est avéré être un monstre dans une bagarre. Il rapporte aussi qu'il a utilisé des balles magiques pendant le combat, et qu'il a montré qu'il pouvait les rendre plus puissantes qu'il ne le pensait. Bianca est impressionnée par le don du garçon pour contrôler le mana. Il se souvient de la scène qu'elle a vue et de la façon dont les 5 apprentis ont été complètement vaincus par lui. Alfredo est aussi déçu de rapporter qu'Asta a rejeté son offre de devenir son successeur. Intriguée, Bianca demande à son majordome d'amener Asta à elle. Plus tard, Asta arrive à son bureau. Là, Bianca le salue et lui demande de s'asseoir. À côté de la femme se trouve son fils, Damien, qui est occupé à manger des biscuits. Bianca donne à Asta une petite boîte et lui dit que c'est le cadeau promis par Alfredo. Cela amène Asta à se souvenir que le majordome lui avait promis quelque chose s'il gagnait le duel. Il est surpris de l'avoir reçu si tôt et de s'être vu offrir par la chef de la famille, qui plus est. Elle a demandé au garçon de l'ouvrir. Asta ouvre le couvercle, ce qui libère une lueur de lumière dorée. Il voit qu'à l'intérieur se trouve une pierre dorée qu'il reconnaît comme un matériau de haute qualité donné seulement aux 5 meilleurs mages de la famille Blandé. Le cadeau est si grandiose qu'Asta pense qu'il y a un piège à tout cela. Bianca lui assure qu'il peut l'accepter sans crainte, en remerciement pour avoir aidé Damien quand il s'est enfui, ainsi que pour s'excuser du duel. Asta demande s'il doit rejoindre la famille Blandé s'il mange le cadeau, mais Bianca dit qu'il n'est pas obligé. Il demande s'il y a du poison dedans, mais elle dit qu'il n'y en a pas. Elle lui assure qu'il n'y a absolument aucune condition pour le cadeau. Cela rend Alta heureux qu'il ait gagné quelque chose sans souci. Bianca demande ensuite si elle peut lui proposer quelque chose, ce qui fait réaliser à Asta qu'il avait raison depuis le début qu'il y avait un piège. Bianca lui dit qu'elle arrangera son admission à l'académie s'il accepte d'aller à l'académie avec Damien. Elle révèle que Damien était censé s'inscrire l'année dernière, mais que cela a été reporté parce que le garçon était fortement contre et s'est enfui. Damien dit qu'il sera d'accord pour aller à l'académie s'il est avec Asta. Asta voit maintenant que Bianca a peur que Damien s'enfuit à nouveau si elle le force à retourner à l'académie. Il pense à la façon dont l'académie lui ouvrirait aussi des portes. Il ne veut pas avoir de laisse, alors il répond qu'il va d'abord y réfléchir. Bianca accepte qu'il prenne son temps, mais demande pourquoi il a rejeté la proposition d'Alfredo de devenir son successeur. Asta se souvient comment Alfredo s'est mis à genoux pour saluer Damien la première fois qu'il l'a rencontré et dit à Bianca qu'il n'aime pas se mettre à genoux trop souvent. Bianca est confuse par ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, Alfredo est dehors avec son oreille sur la porte et il est surpris de la réponse du garçon. Tôt le matin, Asta médite avec de la magie dans sa chambre et est surpris de voir comment le cadeau de première qualité qui lui a été donné a amélioré son taux d'absorption de mana. Il passe ses pensées à savoir s'il va aller à l'académie et admet qu'il y a beaucoup d'avantages à y aller. Quoi qu'il en soit, il a toujours l'impression d'entrer dans une sorte de piège. Il décide de sortir de sa chambre. Au moment où il met le pied dehors, un jeune homme avec des cheveux blonds platine comme ceux de Damien apparaît pour demander s'il est Asta. Asta ment et dit qu'il n'est pas Asta, ce qui choque le garçon. Le jeune homme blond voit qu'il a des cheveux gris ternes et un regard irrité dans ses yeux, comme tout le monde l'a dit.
Il pensait donc qu'il était l'Asta dont tout le monde parlait. Asta est ennuyé qu'il soit décrit d'une manière défavorable. Il dit au jeune homme que sa couleur de cheveux change beaucoup selon la lumière. Il fait aussi en sorte que ses yeux aient l'air innocents pour éviter de se montrer irrité. L'adolescent le regarde attentivement, conclut qu'il n'est pas celui qui le recherche et s'éloigne. Alfredo court soudainement vers Asta et l'appelle par son nom pour lui dire qu'il a perdu le sommeil parce qu'il n'a pas pu lui dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup utiliser ses genoux pour lui succéder en tant que majordome de la famille. L'adolescent blond platine regarde Asta à nouveau. Il voit qu'il avait raison quand il l'a appelé Asta et lui crie dessus pour avoir menti. L'adolescent blond est sur le point de le menacer, mais il voit Alfredo le regarder d'un air menaçant. Il dit qu'il pardonnera Asta, mais qu'il doit aller au hall des mages plus tard. Asta sourit, sachant qu'il va vivre quelque chose d'intéressant une fois qu'il ira au hall des mages plus tard. Il demande alors à Alfredo s'il peut rencontrer Bianca. Bianca retrouve le garçon à son bureau et lui demande pourquoi il est venu la rencontrer si tôt le matin. Asta répond qu'il a déjà pris sa décision et accepte de s'inscrire à l'académie. Bianca est stupéfaite qu'il ait répondu si rapidement. Elle est soulagée et lui dit de se mettre à l'aise dans la maison pendant qu'ils attendent les préparatifs. Plus tard, Bianca rencontre Alfredo et lui dit qu'Asta a accepté de s'inscrire à l'académie. Le majordome est fier de la sage décision du garçon et est tout excité pour son avenir. Il partage que son plan et qu'Asta se sentent désespérés une fois qu'ils ne couvriront plus le salaire pour le prochain semestre. Il s'imagine comme la lumière vive qui offrira une main de parrainage au garçon une fois le moment venu. Bianca soupire devant le bonheur du majordome. Elle se souvient comment Alfredo a été entraîné par le précédent chef majordome avec la même tactique de parrainage qu'il a maintenant. Elle pense qu'Alfredo est un pauvre type pour ne pas voir à quel point il est pathétique. Pendant ce temps, Asta se dirige vers la chapelle, qu'il reconnaît comme le hall des mages. Il entre à l'intérieur, où un homme avec des robes et une capuche l'attend. Ada décrit les traits de l'adolescent avec des cheveux blonds platine qui lui a dit d'aller au hall des mages. L'homme à capuche reconnaît de qui il parle et demande à Asta de le suivre. L'homme le guide vers une porte. Il dit qu'il devrait entrer. Asta entre à l'intérieur où il est soudainement frappé par des papiers volants. À l'intérieur de la pièce se trouve un homme avec des cheveux blonds platine comme les autres blondés, et il se présente comme Wenji. Asta se souvient de sa vie passée quand il infiltrait une académie de magie à son époque en tant que dépanneur. Il a vu dans le bureau des universitaires de l'académie qui en avaient tellement marre de leur dur travail d'étudier des papiers qu'ils s'arrachaient les cheveux. Ils étaient tellement dans le déni de leur perte de cheveux qu'ils portaient des capuches pour couvrir leur calvitie. Finalement, ils ont renoncé à se couvrir la tête, ont simplement révélé leur calvitie. Finalement, ils se sont juste rasé la tête. Finalement, ils ont fait des recherches sur la magie pour faire pousser les cheveux même s'ils n'ont jamais réussi à le faire. Maintenant, ils regardent Wenji qui est plus détendu et raffiné que n'importe quel universitaire qu'il ait vu auparavant. Wenji s'excuse pour le comportement impoli de son frère quand Asta le rencontre le matin. Asta demande s'il travaille à l'académie de magie. Alors Wenji répond qu'il est actuellement vice-doyen de l'académie. Cela surprend Asta qu'il soit déjà le vice-doyen à son jeune âge. Il en déduit que Wenji est vraiment doué. Wenji le félicite d'avoir intégré l'académie Xénion et explique qu'il est diplômé de Xénion 2. Wenji en vient ensuite à son point principal et demande à Asta s'il risquerait sa vie pour sauver un ami. Asta ne comprend pas pourquoi il demande ça. Wenji dit que ces questions concernent la réputation de la famille Blandor. Il sort un livre et dit qu'il le donnera au garçon en fonction de. Asta reconnaît le livre comme étant les pages qui contiennent le secret de la magie de lumière curative de la famille Blandé. Pendant ce temps, dans le jardin, Bianca coupe des fleurs sur les buissons. Elle pense qu'il n'y a plus de poids sur son esprit depuis que Damian a accepté d'aller à l'académie. Elle est heureuse d'apprendre qu'Asta a été un bon ami pour son fils et ne s'inquiète pas de son problème d'attitude à cause de son âge. Elle pense aussi que c'est bien qu'Asta n'ait pas changé sa façon de traiter Damien après avoir appris qu'il était riche. Elle admire sa personnalité, qui ressemble à celle d'un oiseau qui peut voler n'importe où. Elle pense qu'elle ne peut pas laisser partir Asta pour le bien de son fils Damien. De retour au Mage Hall, Asta se demande pourquoi Wenji lui offre le secret de la famille Blandor et pense qu'il pourrait l'attirer dans un piège. Peu importe comment il regarde les yeux de Wenji, il ne peut pas dire ce qu'il pense. Il en déduit que cela signifie que l'homme a l'habitude de porter un masque pour cacher ses véritables intentions. Asta s'assure que Wenji sait qu'il s'impatiente et exige qu'il lui dise ce qu'il veut déjà. Cela met Wenji en colère, qui lui dit de faire attention, sinon il sera tué. Asta ose le tuer s'il le souhaite. Wenji se lève de son siège avec une aura intimidante qui fait voler des papiers. Il regarde Asta avec des yeux noirs, mais le garçon reste calme, les bras croisés. Wenji change soudainement d'humeur et sourit. Il dit à Asta qu'il a réussi son test. Il révèle qu'il a fait son test parce qu'il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance avec des informations, et qu'il était curieux de savoir ce que son frère et sa mère voient en lui. Wenji admet qu'il a intentionnellement fait en sorte qu'Asta et son frère ne soient pas en bons termes afin qu'ils puissent s'impliquer dans le conflit. Cela fait se demander à Asta quel genre d'homme il est s'il peut utiliser ses frères et sœurs comme pions pour ses plans. Wenji révèle qu'il a fait toutes ces choses compliquées pour avoir une excuse pour lui parler parce qu'il est sous surveillance de la famille de clan. Il explique qu'il est en train de faire des recherches sur la magie d'origine céleste de la famille de clan,
mais qu'il a été découvert. Asta revoit que, du point de vue des deux clans, il pense que les Blancs d'Or essaient de détruire leur magie secrète. Wenji lui avoue que son intention était de la détruire, mais maintenant il prévoit d'exploiter lui-même leur magie d'origine céleste. Asta le juge fou pour son plan. L'attitude à haut risque de Wenji fait se demander à Asta si ses recherches ont conduit à la magie d'origine céleste plus raffinée de la famille de clans et à l'anéantissement de la famille Blandé dans sa vie passée. Il se souvient comment Pharaon, le chef de la famille de clans, a fait de l'élimination des Blandés sa priorité absolue. Il comprend maintenant que la recherche de Wenji est la raison pour laquelle Pharaon était absurdement fort. Asta demande pourquoi Wenji lui raconte tout ça. Wenji dit qu'il n'a pas partagé ses recherches sur l'origine céleste avec sa famille. Il croit donc qu'il y a un espion infiltré dans le manoir qui aurait pu en parler aux deux clans. Asta lui conseille de se ranger du côté des deux clans, mais Wenji dit qu'il ne peut pas le faire pour des raisons personnelles. Wenji propose au garçon de travailler pour lui et promet de le récompenser pour ses efforts. Il prend un mémoire de thèse et demande à Asta de le remettre au professeur Perrin une fois qu'il sera arrivé à l'académie Xénian. En échange, il donnera à Asta le secret du sort de lumière curative de la famille Blandé. Asta sourit à cette opportunité. Le garçon rétorque qu'il veut le sort de lumière curative ainsi que sa recherche sur les origines célestes une fois qu'elle sera terminée. Asta campe sur ses positions en disant qu'il n'acceptera rien de moins que ce qu'il demande. Wenji accepte à contre-cœur de partager avec lui ses recherches une fois qu'elles seront terminées. Il ajoute la condition qu'il veut également une garantie qu'Asta l'aidera le moment venu. Asta prend le mémoire de thèse et promet que cela arrivera. Il plaisante en disant qu'il ne sait pas comment lire le mémoire de thèse, pour ensuite se rétracter en disant qu'il plaisantait. Asta demande si le professeur Perrin est quelqu'un de fiable. Wenji se remémore ses jours d'académie avec Perrin et comment ils avaient l'habitude d'avoir des compétitions amicales sur qui était le plus intelligent à l'époque. Asta regrette que cela signifie qu'il y a un autre fou comme Wenji qui traîne dans l'académie. Le lendemain matin, Asta reçoit un stock de livres de Wenji. Asta voit la note où Wenji lui dit qu'il lui donne les livres essentiels dont il a besoin pour cultiver son intellect. Asta a empilé les livres étape par étape et a déterminé que Wenji est un génie pour avoir sélectionné les meilleurs livres pour lui. Le garçon prend un stylo et du papier et inscrit Wenji comme son sponsor pour les livres. Il rêve de l'avenir où il pourra exposer le grimoire de lumière curative au public, et comment tout ce qu'il a à faire est de demander à Damien pour que cela se produise. Il revoit également les 132 livres que Wenji lui a donnés, et comment il peut les inclure dans la tour, afin que quiconque les étudie puisse avoir une base solide pour apprendre la magie. Il réalise maintenant que l'identité de sa tour sera un lieu qui offre un apprentissage à ceux qui le recherchent. Pendant ce temps, au Majol, Wenji regarde par la fenêtre, plongé dans ses pensées, car il n'arrive pas à oublier le fait qu'Asta est une personne intéressante, différente de toutes celles qu'il a vues auparavant. Il se souvient du garçon quand Asta l'a défié de le tuer. Il rit car il sait à travers les yeux déterminés du garçon qu'il n'avait pas peur de la mort. Wenji croit qu'il vient peut-être de trouver une personne qui peut se tenir au même niveau que lui. Le lendemain matin, Asta se prépare à aller à l'académie en boutonnant son uniforme scolaire. Lancy entre dans sa chambre pour lui dire qu'il est presque temps de partir. Elle est heureuse de voir que l'uniforme de l'académie va bien au garçon. Alors qu'Asta marche, il pense à la chance qu'il a d'être exempté de l'examen de l'académie juste à cause de la famille Blandor. Il arrive à la calèche où Damien et Bianca le rencontrent. Bianca dit à Asta qu'elle lui souhaite bonne chance, alors le garçon la remercie. Alors que la calèche se déplace, Asta regarde par la fenêtre et pense au début de son nouveau voyage. Alors que la calèche avançait, les yeux de Damien s'illuminaient d'émerveillement et de stupéfaction devant chaque petite chose qu'il dépassait. Pendant ce temps, Asta regardait le livre fourni par Wenji, confirmant sa compétence en tant qu'érudit. Les principes sont simples, mais les interprétations varient à l'infini. Par exemple, prenez quelque chose d'aussi basique que l'eau. Pour certains, c'est un moyen de vivre, une ressource dont on ne peut se passer. Pour d'autres, c'est une inondation désastreuse qui peut emporter la vie de beaucoup en un instant. La différence n'est qu'une question de perspective. Même avec le même principe, chaque grande famille a progressé en fonction de son point de vue. Après avoir terminé tous les textes magiques dans le sous-espace, il doit réaliser quelque chose. Le programme de Wenji est directement lié au principe céleste de deux clans. Ses pensées sont interrompues lorsque Damien l'appelle, voulant qu'il regarde. Avec des yeux pétillants, le jeune homme annonce qu'ils sont arrivés. Il fonçait vers l'académie de magie de Xignan. C'est la première fois qu'Asta la voit, mais son expression reste inchangée. Le premier jour d'entrée, la tradition veut que tous les étudiants entrent à pied, quel que soit leur statut. C'est donc ici qu'ils se séparent de Lancy, qui leur souhaite succès et sagesse. Déposés, ils font signe au revoir à la gouvernante. Damien agrippe le bras de son ami à la hâte, ne voulant pas arriver en retard et manquer de place à la cérémonie. L'idée que la cérémonie d'entrée soit basée sur le principe du premier arrivé, premier servi était ridicule, mais Asta se rend compte que c'est bête lancé qu'il a inventé pour le garçon. Il se laisse traîner, au moins pour l'instant. Il se retrouve plus tard dans une immense salle de conférence avec d'autres nouveaux élèves qui marmonnent et échangent des banalités. Le plus jeune Blandor est rempli d'excitation en voyant le nombre de personnes.
Le site réaffirme sa conviction du mensonge de Lancet selon lequel il pourrait manquer de place. Sachant mieux, Asta sort les documents d'inscription de sa poche, qui indiquent exactement où ils sont censés être. Damien s'inquiète de perdre leur place et veut s'installer tout de suite, et il est difficile de croire que c'est le même garçon qui était si opposé à l'idée de fréquenter l'académie. Soudain, un grand bruit sourd retentit alors qu'il tombait par terre. En levant les yeux, il voit un homme grand et d'apparence plus âgé portant un uniforme similaire. L'homme le regarde avec un air dégradant et lui demande s'il a un problème. Étouffant un rire en se relevant, le jeune dit qu'il n'a pas mal du tout. Il s'excuse en disant qu'il ne devait pas regarder devant lui correctement. Cependant, l'homme les arrête avec un ordre sévère. Montrant sa manche avec une pointe de salive, il demande ce qu'ils viennent de mettre sur ses vêtements. À en juger par son aura, il était évidemment issu d'une famille noble, et Damien devait faire preuve de prudence. Cependant, le garçon insouciant a utilisé encore plus de salive pour essayer d'enlever la première tache. Il était assez fier de son travail, mais son camarade de classe ne ressentait évidemment pas la même chose. Enragé, il lance un coup de poing directement dans la tête de l'idiot. À sa grande surprise, son poing ne bouge pas et une autre voix se fait entendre. Une main le maintient fermement en place, l'arrêtant à quelques centimètres du visage de la cible. Asta intervient juste à temps et suggère calmement qu'ils arrêtent l'altercation là. Cela ne fait qu'aggraver la situation pour le grand élève qui exige de savoir qui il est. Sans trop réfléchir, il se présente comme l'ami de Damien. Peu d'amis sont assez loyaux pour se faire battre pour l'autre, mais il le regrettera aujourd'hui. Il n'espérait pas grand-chose, mais se faire des amis le premier jour est maintenant rayé de la liste d'Asta. Pour l'instant, il doit régler le problème avec les poings plutôt qu'avec les mots. Une voix urgente a traversé la foule, demandant ce qui se passait. C'était entre un descendant de la famille Dolanfe et un couple que les autres ne connaissent pas. La différence de taille était assez importante, et les gens étaient déjà sûrs de savoir qui allait gagner. Un autre étudiant trouve les autres ridicules de rester là à ne rien faire alors qu'une bagarre était sur le point d'éclater. La bonne chose à faire était de contenir l'agression dans un espace sûr. On dit aux spectateurs de leur laisser de l'espace, tandis que les mages reçoivent l'ordre de mettre une barrière autour de la zone. Tout le monde faisant ce qu'on lui dit, les paris avec des tickets de repas commencent bientôt à affluer, et les applaudissements suivent peu après. Pendant ce temps, un homme est resté derrière, se penchant nonchalamment en souriant et en regardant les choses se dérouler. X se présente comme le deuxième fils de sa famille. Libérant son aura et adoptant une position de combat, il demande leur nom, demande aux visages impassibles et partage qu'il n'a pas une grande lignée et peut être considéré comme un passant. Puisque la petite scène est un handicap pour les mages, le grand élève lui offre le premier mouvement et dit au jeune de s'avancer. L'ancien dépanneur sourit, le trouvant absolument hilarant. Il commence à se moquer de son adversaire et lui demande s'il est si bavard par peur. La provocation fonctionne et X est rempli de colère. Le maudissant, il s'avança, débordant de puissance alors qu'il ramenait son poing en arrière pour frapper. Il frappe de toutes ses forces, mais une simple esquive est tout ce qu'il faut pour le faire rater. Levant les yeux et enduisant son propre point de mana concentré, Asta lui rappelle que c'est un 2 contre 1 et frappe l'étudiant arrogant sur son visage épais. X croyait bêtement qu'il pouvait encaisser le coup de poing de l'étudiant sans aucun problème, mais cette croyance est bientôt brisée tout comme son visage. Un coup de poing le fait chanceler, mais il reprend étonnamment pied. Il n'arrivait pas à croire à quel point le coup unique était puissant et commence à se demander si le garçon devant lui était vraiment un magicien. Juste à ce moment-là, la blessure du coup de poing s'est illuminée alors que la magie de guérison était appliquée. La source était le garçon devant lui, souriant jovialement tout en guérissant son propre ennemi. Il essayait encore de comprendre ce qui se passait. Quand Asta a continué le combat tout seul, remarquant à quel point le noble pouvait se permettre de regarder autour de lui, il a déclenché un autre coup de poing puissant. X a mis ses bras ensemble pour continuer à se défendre contre la pluie de coups. Le garçon aux yeux démoniaques a administré la raclée à leurs ennemis, tandis que celui aux yeux brillants et amicaux les a guéris pour qu'ils retrouvent toute leur santé. En tant que duo, ils étaient plus fous et sinistres que forts. Prenant tous les coups, les genoux de X tremblaient et se sont dérobés. Il avait peur, et c'était évident car son visage avait perdu sa couleur. Pendant ce temps, les autres derrière lui l'encourageaient, pensant stupidement qu'il se retenait. Après tout, il est l'espoir des guerriers, qui porte la puissance et la fierté du nom d'Olanfi. Des chants en sa faveur ont bientôt résonné dans toute la pièce, et il a dû s'imprégner de tout cela pendant un moment. Peut-être à cause du soutien et de la pression, il a rassemblé toute la volonté qui lui restait et a crié au magicien, remettant en question son audace de l'attaquer comme il l'avait fait. Cependant, un autre coup l'empêche de parler en rencontrant. Puisqu'il est toujours bloqué, Asta ne peut s'empêcher d'être émerveillé. X en avait marre d'être sous-estimé et chargea son poing avec toute la puissance qui lui restait. Comme avant, il frappe avec une force intense, et l'impact envoie des ondes à l'intérieur de la barrière. Le public applaudit, croyant que la conclusion avait enfin été atteinte. Alors qu'il est sûr que le coup de poing a touché, le deuxième fils ne peut s'empêcher de sentir qu'il était si léger. Asta s'est envolé à cause de la force, mais a atterri et s'est retourné gracieusement pour reprendre son équilibre. Comme s'il ne s'était pas blessé du tout,
il époussette le point d'impact de sa chemise. X regarda avec étonnement, et son silence fut rapidement remplacé par des cris d'incrédulité. Il essaie de suivre et de se précipiter en avant, mais son adversaire, ayant senti sa puissance, était complètement indifférent. Puisque Damian continue de guérir l'ennemi, Asta doit l'assommer avec un seul grand coup. En regardant son ami profiter pleinement du moment, il décide de la quantité de puissance appropriée pour atteindre son objectif. Il s'est préparé à utiliser une technique qu'il a développée avec ses camarades au cours de sa vie précédente. De la collision des particules magiques, le mage extrait de l'énergie. C'est de la magie, mais n'appartient ni aux arts martiaux ni à la magie elle-même. Il s'agit plutôt d'une application purement technique des propriétés magiques. Grâce au style de collision, il se déplace plus vite et frappe son ennemi avec une immense concentration de mana. Les lanceurs de barrières grimacent et luttent pour maintenir leur bouclier et sont les premiers à voir l'issue de la bataille. Alors qu'Asta terminait son mouvement, le bras de X était toujours levé. C'est alors que le deuxième fils tomba à genoux, puis tomba complètement inconscient peu après. La pièce était silencieuse et tout le monde était absolument choqué, ne s'attendant pas du tout à cette fin. En conséquence, le vainqueur lève la main en triomphe et leur ordonne à tous d'acclamer et de répondre en conséquence. Des cris d'émerveillement remplirent immédiatement le hall et ils ne pouvaient pas croire que le combattant était même un magicien. Damian courut alors vers son ami, annonçant joyeusement qu'ils avaient gagné le duel. Espérons que cela empêchera le jeune de sucer son pouce à l'avenir. Pendant ce temps, l'observateur silencieux d'avant a pris note. Ils étaient tous étudiants de l'académie de magie, donc se battre avec des mouvements aussi barbares n'était rien d'autre que vulgaire. C'est alors qu'un professeur arrive enfin et traverse la foule, exigeant de savoir qui a eu le culot de se bagarrer pendant la cérémonie d'entrée. Il vérifie tout le monde, menaçant de tous les emmener si personne ne l'avoue. Asta a l'habitude de causer des problèmes et pensait déjà à s'échapper, mais Damien a souri vivement, assumant toute la responsabilité de l'altercation du premier jour. Confirmant les vrais coupables, les choses avancent et X est laissé battu sur le sol. Les deux fauteurs de troubles sont amenés au bureau le premier jour d'école. Puisqu'ils avouent si honnêtement, le professeur les laisse partir sans pénalité, mais promet de les surveiller de près à partir de ce moment-là. Asta acquiesça, essayant d'éviter tout problème, et ils furent bientôt autorisés à poursuivre leur journée. Heureusement, la cérémonie d'entrée n'a même pas encore commencé. Son entrée suscite quelques murmures, surtout sur la façon dont il a battu un artiste martial avec un si petit corps. Damian a ri et a fait signe de la main, appréciant la façon dont tout le monde les regardait déjà. Asta suit leur formulaire d'inscription et trouve leur siège vide, que son ami croit à tort avoir été gardé libre par un étudiant gentil. La cérémonie commence et un homme vieux et petit prononce un discours. Cependant, cela dure longtemps, à tel point que la longueur en devient impressionnante. Pendant ce temps, Damian s'endort à mi-chemin, et Asta glousse en utilisant le bras du garçon pour essuyer la bave de son propre visage. C'est alors qu'un membre du personnel dit au directeur qu'il y a un endroit où il est nécessaire de toute urgence. Quoi de plus important que la cérémonie d'entrée? Ils ont regardé le vieil homme terminer son discours plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Cela dit, l'événement continuera, et il fait signe à quelqu'un de le remplacer. Une femme au pas assuré s'est approchée du podium. À la surprise générale, elle a crié à plein poumon, appelant tout le monde à l'attention. En un instant, tout le monde s'est réveillé brutalement et s'est assis avec des épines raides, même les autres professeurs. Elle s'appelait Jara, et elle allait poursuivre la cérémonie elle-même. Sautant le discours, elle appelle Dahlia, représentante de la division de la magie pour le serment des étudiants de première année. Les autres ont observé, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un de sa lignée passe l'examen malgré le fait d'être noble. Cependant, de telles pensées étaient stupides lorsqu'elles étaient dirigées vers le troisième enfant du chef de la maison. Asta observa en silence, bien conscient du nom qu'elle portait. Si De Clan était le plus célèbre de l'Est, sa maison donnée était la deuxième plus renommée. Parmi eux, la jeune fille est devenue la future mage représentante. Elle était très compétente et a en fait beaucoup aidé Asta pendant son temps en tant que dépanneur. Cela dit, ils ne s'entendent pas très bien et pourraient être considérés comme de mauvais amis au mieux. Pourtant, c'était agréable de la voir rejoindre l'académie en même temps que lui. Passant à autre chose, le représentant de la division des arts martiaux, Paul, est également appelé. Un jeune homme avec une cicatrice sur le nez s'est avancé. Puisqu'aucun nom de famille n'a été utilisé, il ne doit pas venir de la noblesse, ce qui doit rendre les autres fous. Les deux représentants dirigent le serment et terminent en un rien de temps. La prochaine étape consiste à présenter les professeurs qui enseigneront à la classe de première année. Alors qu'ils sont appelés, Asta croise le regard de Dahlia et ne peut s'empêcher de sentir qu'elle le fixe intentionnellement. Cela n'a pas beaucoup d'importance car elle trébuche sur ses propres pieds et tombe de façon embarrassante. Asta attendait qu'un certain nom apparaisse, alors il est resté silencieux pendant que les professeurs montaient sur scène et se présentaient un par un. Finalement, le professeur Perrin est apparu, se présentant comme le professeur des principes de base de la magie. Étonnamment, l'atmosphère qu'il dégage est bien différente de l'ambiance folle de Wenji. Mais le jeune homme ne devrait pas juger trop tôt, car même l'aîné Baldur porte un masque de vrai gentleman. Avec ces derniers mots, il était enfin temps de mettre fin à la cérémonie d'entrée.
Les étudiants sont invités à suivre la présence à leurs dortoirs assignés. Voyant Damien s'endormir à nouveau, Asta le réveille et lui dit qu'il a été expulsé après avoir été surpris en train de dormir. Il faut un moment pour que les mots s'enregistrent, mais une expression bouleversée prit bientôt le dessus sur le visage du garçon, et un grand cri résonna dans toute la salle. Il est difficile de croire qu'une petite taquinerie puisse susciter une telle réaction de sa part. Plus tard, Asta arrive à sa chambre de dortoir au dernier étage. En ouvrant les portes, il est accueilli par une pièce sophistiquée, prouvant à quel point l'académie est impressionnante. À côté des lits se trouvaient des boîtes de fournitures de base, censées être les mêmes pour tous les étudiants. Il passe un peu de temps à ranger ses affaires et à s'installer, sachant que la différence de classe se verra bientôt lorsque tout le monde achètera ses propres affaires. Entendant un bruit près de la porte, il se rend compte que son colocataire est arrivé. Paul entra dans la pièce, mais il avait l'air étonnamment agacé. Soupirant de résignation, le jeune homme dit qu'il veut vivre tranquillement. Il se fiche de ce que fait son camarade de classe et préférerait qu'il ne se mêle pas de leurs affaires. Asta répond par le silence et des yeux observateurs, mais le colocataire têtu exige catégoriquement une réponse verbale. Asta est intrigué par l'attitude exigeante de son colocataire. Il serait entré à l'académie en tant que meilleur étudiant, alors à quel point est-il bon? Désireux de le découvrir, le mage simule un mouvement vers l'avant. Paul est confus mais réagit immédiatement, dégainant déjà sa lame du fourreau. C'était honnêtement impressionnant, car même la façon dont il tenait son arme garantissait que ses mouvements n'étaient pas obstrués. Une voix familière appelle de l'extérieur, lui disant de se dépêcher déjà. Faisant semblant d'ignorer, Asta dit à son colocataire qu'il se dirigeait juste vers la porte. Tapant légèrement sur l'épaule de Paul, il lui dit de faire ce qu'il veut, mais l'avertit en plaisantant de ne pas se plaindre de ses chants nocturnes. Dehors, Damien retrouve avec enthousiasme son ami et s'enquiert de son colocataire. Le jeune homme écarte cela, disant qu'il est trop occupé pour connaître les autres. Passant à autre chose, le garçon insouciant l'invite à visiter le campus, lui disant que c'est un incontournable le premier jour. C'est vrai, car l'immensité de l'académie amène souvent les élèves à se perdre. En regardant la zone spacieuse juste devant lui, il admet que ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cela dit, il y avait quelque chose qui le dérangeait et effleurait ses sens. Au-dessus des bâtiments, il sent divers flux de mana, qui proviennent tous des dépanneurs de Clan House. Il est impatient de voir combien ils sont, alors Asta rejoint volontiers son ami pour la visite. Il passe toute la journée à se promener, à regarder tous les sites, ce qui a valu à Damien des halètements d'émerveillement audibles. Le lac était incroyable pour lui car il n'avait pas une telle chose chez eux. Honnêtement, on aurait dit une tâche de babysitting, ce qui explique probablement pourquoi Lancy les a associés en premier lieu. Voulant se venger, Asta dit au noble de demander à ce qu'on lui en fasse un. Il suffit de creuser un peu le sol et de verser de l'eau. Damien est immédiatement convaincu et a l'intention de demander un lac plus grand que celui de l'école. Lancy éternue d'une manière inquiétante dans le manoir, tandis que son jeune maître se demande comment nommer le lac. Cependant, Asta suggère un nom encore plus inquiétant pour cet énorme et pénible projet, et la simple mention donne des frissons à la servante. Il n'avait pas encore fini et a attiré l'attention du garçon sur l'étonnante statue, qui allait être le grand projet numéro 2. En la modifiant un peu, il suggère un dragon grandeur nature avec des écailles complexes. Alors que Damien était d'accord sur tout, Lancy a commencé à transpirer et à trembler chez elle. Puisqu'ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir sur le campus, il était temps de retourner au dortoir. Il y a environ 10 dépanneurs en poste, et d'après leur répartition, le centre doit être la deuxième salle de magie. C'est là où se trouve le laboratoire du professeur Perrin, ce qui signifie qu'il est très probablement leur cible. Clan sait que Wenji a des alliés, donc il soupçonnerait naturellement le professeur qui a plusieurs relations. Sentant une présence hostile derrière lui, Asta sourit. Il se demandait quand ils allaient commencer, mais maintenant ils se sont accrochés au moment idéal. Avec ça, il peut découvrir tout ce qu'ils savent déjà. La nuit s'est faite profonde, le silence a envahi les rues et les lampadaires ont illuminé la zone. Une silhouette encapuchonnée a fait le tour du campus et est entrée dans le hall de magie. Se déplaçant discrètement, il est accueilli par un allié qui se demande où sont les autres. Ils se sont soi-disant avancés en suivant les ordres d'urgence du quartier général pour se rassembler au repère de la cible. Clarifiant, l'homme précise la sous-cible. Puisque le principal s'est fait marcher sur la queue, ce soir sera consacré à la livraison de l'objectif à la sous-cible. Comprenant les choses, le dépanneur conclut que puisque le Wenji a bougé, le sujet probable de l'ordre ne serait autre que Purin. Cependant, le problème était de percer les monstrueux professeurs sans l'aide de la Légion supérieure. Le numéro 1 ne fournira pas d'aide, et les autres numéros uniques non plus. Cependant, le démon du feu Kala se joindra à leur opération. Le nom frappe la peur dans le cœur de l'homme. Le joyau rouge est le vice-chef de la cour des mages de Clans, mais il a le sang-froid et est prêt à utiliser tous les moyens pour le bien de la mission. En d'autres termes, la vie des humbles dépanneurs comme eux sera également mise en jeu. Il est rassuré que cela n'arrive peut-être pas, car exposer une noblesse bien connue est aussi un fardeau. Cela calme heureusement leurs nerfs et leur permet de bouger. S'ils ne rejoignent pas les autres bientôt, leurs chances de survie chuteront. Le couple a disparu dans la nuit,
ignorant qu'Asta avait écouté toute leur conversation et était maintenant au courant de leur plan ce minuit. De plus, cela impliquait Kala. Même à l'époque où Asta était actif, Kala était quelqu'un qui profitait de son apogée. Après que Declan ait tout risqué pour se battre et abattre la maison Blandor, il est resté avec la famille déclinante et a prouvé sa loyauté. À cause de cela, il a gagné la faveur de Pharon. Il est toujours dangereux maintenant, mais son véritable apogée était après la guerre avec Blandor. En tant que démon du feu, personne ne pouvait l'arrêter. Il a fait sa marque en tant que mage qui a mené des guerres. En d'autres termes, il était impératif de l'attraper avant cela. En plus de sa force, sa magie est l'un des arts secrets de type feu de la famille. C'était un autre gain inattendu qui pourrait jouer en faveur d'Asta, mais il y a quelque chose d'énigmatique. Leur cible, le document de Wingy, est avec lui. Mais il sent croire qu'il sera livré à Perrin. Le document avec lui ne peut pas être faux, et il est peu probable que la cible soit autre chose que les documents. Cela signifie seulement que la livraison d'aujourd'hui est la fausse. Dans une chambre de dortoir, une silhouette familière s'est préparée à bouger dans la nuit. Le corps de Paul était équipé d'équipements et il s'est couvert d'une cape, s'assurant que son colocataire curieux dormait profondément sur son lit. Cependant, il ne savait pas que le corps endormi était un mannequin. Dans une autre zone de la deuxième salle de magie, Perrin était tout seul dans le noir. Il a maudit les embêtants dépanneurs de Declan. Ils ne franchissaient pas la ligne, alors il se retenait. Mais maintenant, ils envahissent son territoire. Cela dit, il ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent si audacieusement comme ça, et il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle ils agissaient de cette façon. Voyant la porte s'ouvrir et un homme entrer, il confirme la présence de mercenaires. De plus, il appelle Paul, dont les yeux s'écarquillent car il ne s'attendait pas à ce que son nom soit appelé. On dit au jeune homme de perfectionner la forme de son mana la prochaine fois, car c'est la base des opérations secrètes. Le voyant lui tendre un document scellé, Perrin dit qu'il pourrait ne pas y avoir de prochaine fois. Prenant le document, le professeur réalise que son ami Wenji était celui qui travaillait si dur pour éviter les yeux de Declan. Cependant, il s'est fait prendre si pitoyablement à la fin. Il se corrige, sachant que son ami ne sera pas surpassé comme ça, et se demande ce qu'il prévoyait au monde. Juste à ce moment-là, le mur de son bureau a explosé, mais le professeur n'a pas été déconcerté. Un homme est entré dans le hall pour le saluer. Kala se demandait si un homme de science saurait même qui était quelqu'un comme lui. Paul a réagi, surpris par la tournure inattendue des événements. Il reconnaît le démon du feu, qui se demande si le professeur partage les mêmes connaissances. Le houspillant, Perrin dit que c'est la première fois qu'il entend ce nom, alors il devrait arrêter de dire des bêtises et en venir au fait. Avec un regard insultant, il dit que son odeur dégoûtante fait pourrir son nez. Kala a ricané et n'a pas pu s'empêcher de rire. C'est la première fois qu'il est traité de cette façon, mais il fait plaisir à la cible et évite les politesses. Il pointe Paul du doigt et déclare catégoriquement qu'il va mourir. Quant au professeur, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose de laisser un œil et un bras. Le démon du feu lance sa magie, mais avant qu'il ne puisse lancer son sort, Perrin se déplace rapidement et se place entre l'homme et l'élève. Prouvant son talent de mage, il invoque une barrière de mana. Une énorme explosion ouvre la salle de l'académie. Paul couvre ses yeux instinctivement, mais est surpris de constater qu'ils étaient complètement indemnes, protégés par la magie de glace du professeur. L'appelant, Perrin dit qu'il le considéra comme un mercenaire avant un étudiant, donc il doit prendre soin de sa propre vie. Confirmant l'ordre, le jeune homme prend sa lame. Comme il n'y a pas d'alarme hurlante malgré l'énorme explosion, il est fort probable que les dépanneurs de clan aient mis en place une magie de dissimulation. Compter sur le mercenaire recru n'est peut-être pas la meilleure option. Considérant son manque d'expérience, Kala est sûr que le document remis provient de Blandor. Étant donné que la sous-cible ne semble pas si désireuse de le remettre, la prochaine option est de s'amuser un peu et de le lui prendre de force des mains. Des flammes flamboyantes éclatent alors que le démon de feu se prépare à se battre. À proximité, d'autres dépanneurs étaient également en attente, prêts à agir. Tala était comme un démon apportant le feu de l'enfer. Et tandis que Paul était abasourdi comme un enfant, Perrin maniait également la magie comme un mage digne de son titre. Leur affrontement est assez fort pour démolir immédiatement le bâtiment. Asta regardait les étincelles et les explosions de loin, et a simplement confirmé que le combat commençait enfin. Il met un masque. Ça fait un moment, mais il était temps de bouger, non pas en tant qu'Asta, mais en tant que dépanneur numéro 1. Pour commencer son opération, Asta pria la déesse de la lune, lui demandant de lui permettre d'être un dépanneur juste cette nuit-là. Cela dit, il n'a jamais vraiment été juste, n'est-ce pas? Il laisse tomber et saute vers la bataille. La salle de magie était déjà envahie par les flammes et s'effondrait. Kala rit en continuant à lancer des sorts et demanda aux mercenaires s'ils suivaient le rythme. Paul respirait fort, visiblement en difficulté. Il a eu extrêmement de chance car il ne savait même pas que le manteau de son capitaine était un artefact protecteur. Prié de s'écarter, il voit la silhouette effrayante et démoniaque de Perrin s'avancer. Il tire un souffle de glace pour contrer la zone du démon de feu. Jugeant le jeune homme digne d'un peu plus de confiance, le professeur enchante et recouvre sa lame de mana. On lui demande s'il peut bloquer quelques explosions supplémentaires.
Il n'y avait pas de question ni de choix car ne pas le faire se terminerait par la mort. L'association était essentiellement mage et garde, une combinaison assez fiable. Brûlant à travers la glace, Kala continue son assaut, et Paul est forcé de se défendre comme prévu. Cependant, avec lui préoccupé, le mage se retrouve avec un garde de moins pour le protéger. Perrin fait de son mieux pour s'en occuper, mais va bientôt se faire traîner. Dans ce cas, il doit faire un geste décisif pour renverser la situation. Après tout, le démon de feu ne se contentera pas de moins. Lorsque la quantité de mana distribuée dans la nature est limitée et qu'il y a deux entités dirigeantes, une bataille de contrôle commence. Pas nouveau dans de telles situations, Perrin y verse sa puissance, se demandant combien ils peuvent en prendre. Comprenant ses intentions, Kalaglousa a été plus qu'heureux de participer à une bataille pour le pouvoir. Leur mana s'est heurté et a couiné. Il était si puissant que la boule concentrée de magie pure a grossi et grossi, causant des ravages dans toute la zone. Forcé de garder ses distances, Paul ne pouvait s'empêcher de regarder les monstres impuissants. Il n'y avait aucune ouverture du tout à exploiter. Si ça allait être comme ça, alors ils auraient dû se battre l'un contre l'autre dès le début et ne pas entraîner tout le monde dans le bordel qu'est leur pouvoir. On dit aux dépanneurs de se tenir prêts et de reprendre leur souffle à moins qu'ils ne veuillent mourir. Avant qu'ils ne puissent confirmer combien de leurs hommes restent, une seule silhouette a zoomé devant leur groupe. C'était une embuscade, et l'homme mystère se dirigeait droit vers les mages qui s'affrontaient. Asta a libéré sa magie comme ils l'ont fait, et il est assez puissant pour les surprendre avec sa présence qui correspond à la leur. Comme un joueur inattendu dans leur jeu, il annonce son arrivée. Confus par son interruption, Kala hurla de frustration et d'indignation. Cependant, l'homme masqué n'avait pas le temps pour ça et s'est précipité pour saisir son coup. Apprenant qu'il allait être enterré là où il se tenait, le démon de feu réalisa à ce moment-là qu'il allait réellement mourir. Dans une tentative désespérée de survivre, il utilise un autre sort et lance une explosion à quelques centimètres de son corps. Cela l'éloigne heureusement de son assassin, mais son corps commence à se briser de l'intérieur à cause du refoulement de mana. Pour empirer les choses, Asta avait l'air complètement indemne et allait toujours vers lui. D'autres dépanneurs sont apparus, faisant enfin leur mouvement pour soutenir. La priorité de Kala était de supprimer le refoulement, alors il prend une potion pour l'aider. Cela dit, il se demande d'où un tel type est soudainement venu. Levant les yeux, il regarda avec étonnement Asta éliminer tous les dépanneurs tout seul. C'était une méthode extrêmement efficace utilisant une magie optimale et rapide sans un pouce de mouvement gaspillé. Il se surprend à admirer son ennemi. Sortant de sa rêverie, il lança de nouveau des sorts, déterminé à détruire l'homme qui pourrait s'avérer être la plus grande menace pour sa vie. Plusieurs cercles magiques se sont combinés et ont lancé une explosion de différentes formes de feu. Aussi puissant que cela soit, la zone d'effet était grande et a tué tous ses alliés qui étaient sur son chemin. Même Asta a été pris au dépourvu, ne s'attendant pas à ce qu'une démonstration de magie aussi puissante lui soit tirée dessus. Le champ de bataille a explosé avec la magie de Kala. Il souffre à nouveau de refoulement, mais ce n'est pas le problème en ce moment. Il ne se soucie même pas des alliés qu'il a tués et se soucie uniquement du succès de la mission. Dans ce sens, l'homme masqué est une cible qui doit être éliminée sans hésitation. Le démon de feu rit en lui-même, amusé d'avoir été trop excité. S'il rejoint les autres dépanneurs, il devrait être en mesure de tuer Perrin. Alors qu'il était sur le point de reconstituer son mana, une voix glaçante demanda si c'était tout ce qu'il avait à offrir. Il ressemble à un fou à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce n'est qu'un serpent froid et rusé. Dès le début, Asta s'attendait à ce qu'il fasse exploser tout le monde, y compris ses alliés. Visant des balles de mana, il dit que sa cruauté est exactement ce qui va causer sa défaite. Le numéro 1 tire et la balle voyage comme un rayon. Avant même que Kala n'ait fini d'être choqué par sa vitesse, le projectile frappe et traverse sa tête. Tué en un instant, il tombe sur le sol froid et dur. La bataille terminée, Asta se dirigea vers le cadavre de son ennemi. Il est indéniablement impressionné. Tout autre mage serait mort de son embuscade, mais il a réussi à contre-attaquer avec un jugement rapide. Le fait qu'il ait tué ses alliés a été d'une grande aide, car le combattant solitaire aurait perdu une bataille d'usure. Après tout, sa capacité de mana n'est toujours pas à son maximum. Fouillant dans les vêtements du mort, il cherche quelque chose de précis. Comme la plupart des mages de combat sont méfiants, ils ont tendance à emporter leurs arts secrets avec eux. Il trouve et prend cela pour lui, promettant d'y jeter un coup d'œil plus tard. Passant à autre chose, l'étape suivante était de se regrouper avec Perrin, qui a passé beaucoup de temps à geler les rats dépanneurs qui lui ont donné du fil à retordre. Il invoque une boule de mana et demande si Asta était un rat comme eux. Soupirant, il le qualifie d'avide de bataille par rapport à son homologue fou. Sans plus d'explication, le professeur se détend, réalisant qu'il doit être envoyé par Wenji. C'est surprenant qu'il lui fasse confiance juste sur cette base. Quoi qu'il en soit, il s'enquiert du mercenaire qui a été envoyé, et si la thèse a été divisée en deux parties. Asta n'a rien entendu à ce sujet, mais il est probable que l'autre soit un faux. Le fou a dû l'utiliser comme un leurre pour attirer les ennemis. Il semble qu'il veuille renforcer les défenses de la ville et de l'académie et réduire l'influence de deux clans. De plus, il est étrange que les chevaliers impériaux ne soient pas arrivés malgré le sort de dissimulation.
La famille a dû tirer quelques ficelles de ce côté-là également. Demander s'il est le vrai messager, Asta remet la vraie thèse au professeur. Parrain demande s'il connaît également le contenu, une question dangereuse qui pourrait déclencher un autre combat mortel. Leurs réponses rendent la réalité claire. Et bien qu'Asta ne soit pas contre un combat, il préférerait ne pas perdre un allié fiable. Heureusement, le professeur ressent la même chose, alors il accepte la thèse pour le moment. Il se demande si le garçon a quelque chose qu'il veut. Après tout, Wenji ne s'allie qu'avec des personnes dont les désirs s'alignent clairement sur les siens. Pour établir la confiance, Parrain doit aussi donner quelque chose qu'il veut. Après y avoir réfléchi un instant, Asta demande un livre, une requête à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Il partage ouvertement son plan de construire une immense tour et de la remplir de livres que n'importe qui peut lire, donc ce serait formidable s'il pouvait y contribuer. Amusé, Parrain accepte et propose d'écrire un livre à donner à la place. Avant de se séparer, ils doivent régler la façon de rester en contact, car il doit encore livrer la prochaine thèse. Asta préférerait ne pas obtenir les coordonnées d'un autre homme, alors il remet au nouvel allié un cristal de communication, qui casse uniformément les perles selon le but. Avec cela, il minimise les contacts inutiles, ce qui est le meilleur scénario pour les deux parties. Juste comme ça, Parrain est laissé tout seul, se sentant bizarrement dégoûté. Peu de temps après, les chevaliers impériaux de l'Empire sont arrivés et ont rapidement sécurisé les lieux. Des dépanneurs ont été arrêtés et des étudiants ont été évacués par précaution d'une deuxième attaque. Bien sûr, Asta a saisi l'occasion de se fondre dans la masse des autres étudiants et a même retrouvé Damian, qui a l'air de sortir d'un profond sommeil. Étant donné les dépanneurs et le corps de Kala, la famille de Clan devrait se faire discrète pendant un certain temps. Cela dit, il ne comprend pas quelque chose qui s'est passé plus tôt. La marque sur sa poitrine a imprégné son énergie dans sa barrière lorsqu'il a bloqué le sort du démon de feu. C'était comme un phénomène d'exclusion, principalement utilisé par les mages élémentaires qui permet une incantation rapide sans se blesser. Il était perplexe, ne comprenant pas la réaction et les conditions d'activation. C'est juste une chose de plus qu'il doit comprendre au cours de cette seconde vie, et il devrait être capable de trouver un indice à la pâtée, la plus grande bibliothèque de l'Est. Juste à ce moment-là, une voix inconnue a appelé Asta, vérifiant s'il allait bien. Un garçon nommé Shen s'est présenté avec un sourire. Pour une raison quelconque, l'étranger souligne soudainement que c'est un bon combattant. Cela pourrait être mauvais, car le fait que son identité soit révélée poserait plusieurs problèmes. Il se demande s'il doit se débarrasser du garçon. Shen exprime à quel point il a été impressionné quand il a vu Asta se battre lors de la première journée. Il est soulagé de ne pas avoir à éliminer un camarade de classe. Disant qu'il est trop fatigué, il décline la demande d'une démonstration de ses capacités. Malgré cela, la paire pouvait sentir l'étranger marcher derrière eux. Shen s'excuse et explique qu'il veut juste être avec quelqu'un et ne s'est pas encore fait d'amis. S'intégrer n'est certainement pas facile et Asta le comprend. L'académie promet un traitement égal, mais ses étudiants n'adhèrent pas nécessairement à cette croyance. En tant que tel, il permet aux camarades étudiants de les accompagner pour le moment. Après tout, c'est un peu troublant d'être seul, surtout quand des incidents comme celui-ci ne se produiront pas. L'ancien dépanneur se surprend à avoir une conversation normale. Il n'a rencontré que des fous dans sa vie cette fois-ci et a oublié ce que c'est que d'être normal. La pensée de tout cela le fait sourire un peu. Maintenant, sa vie à l'académie commence officiellement. Le soleil brillait sur le campus, et les étudiants allaient à leur cours comme si de rien n'était. Un grand et profond bâillement résonna dans toute la salle de conférence, et Damien se plaignit d'avoir sommeil avant même que le cours n'ait commencé. Juste à ce moment-là, Shen salua les deux et prit la place vide à côté de la leur. Il fait la conversation et se plaint de venir à l'école comme d'habitude. Malgré ce qui s'est passé la nuit dernière, à en juger par leur conversation précédente, le nouveau venu ne semble pas être de noble ou riche descendance. Dans l'ensemble, il semble être un ami correct sans intimidation. Shen partage que leur professeur principal sera Gera, qui est bien connu pour avoir massacré un groupe de trolls en un seul coup. Juste à ce moment-là, le célèbre professeur entra. Voyant une femme aux cheveux brillants entrer dans la pièce, Asta la reconnaît comme le professeur qui a remplacé le directeur pendant la cérémonie. Saluant tout le monde, elle aborde immédiatement l'agitation de la nuit dernière et dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Avant de commencer le cours, ils vont mesurer leur mana et on leur pose des questions sur la qualité et la quantité. Une main du siège se leva, et l'étudiante se présenta d'abord comme Arzan. Elle pense que les deux sont importants, mais plus encore la qualité si un certain niveau de mana est pris en charge. Lorsqu'on est en compétition avec un mage du même niveau, celui qui a la meilleure qualité a l'avantage. C'est une conclusion raisonnable, surtout du point de vue d'un combattant vétéran. Cependant, ce n'est pas parfait, et cela se voit dans la réaction insatisfaite de Gera. Le claquement de sa langue prend les étudiants au dépourvu. Elle s'enquiert de la maison d'où vient Arzan. Apprenant qu'elle vient de la famille d'Amarku, le professeur fronce les sourcils avec indignation et dit que ce n'est pas étonnant. L'insulte flagrante frappe le cœur de la jeune fille, mais la classe continue et le plancher est ouvert pour une autre réponse. Comme personne ne semble disposé à lever la main, la femme sévère en choisit une elle-même parmi les sièges et leur ordonne de répondre.
Un garçon nommé Epel exprime qu'il accorde plus d'importance à la quantité de mana car cela aurait plus d'impact dans les batailles à grande échelle. Asta le reconnaît aussi et conclut en disant que l'importance dépend du contexte. Cependant, Gera se contente de rouler des yeux avec dégoût. Même l'ancien dépanneur est surpris et ne sait pas ce qu'elle recherche. On demande à un tas d'autres les réponses, chacun recevant une réponse tout aussi méprisante. Bientôt, toute la pièce est remplie d'étudiants mécontents de son attitude odieuse. Asta se demande quelle réponse gâche l'atmosphère. Excédée, Jara dit qu'elle a entendu les pensées de tout le monde. En fait, toutes leurs réponses sont proches de la bonne, mais il n'y a pas réellement une seule bonne réponse. On leur dit de réfléchir attentivement au genre de réponses qu'ils lui ont données. Sont-elles conformes à leurs propres idéaux, ou ont-ils simplement essayé d'en donner une qui lui plairait? Un mage ne doit jamais perdre sa subjectivité et doit exécuter sa propre volonté. Leur retournant la question, elle demande s'ils ont l'état d'esprit d'un vrai mage. À partir de maintenant, ils le devraient. Et c'est exactement ce qu'elle voulait transmettre plus tôt. On leur dit de le garder dans leur cœur, les étudiants rougissent de l'approche inattendue dans la leçon. Asta soupire alors que ses soupçons sur cette affaire habilement tordue se confirment. Maintenant, on leur dit de s'avancer un par un et de faire mesurer leur mana. Arzan, qui pleurait encore d'avoir été insulté, est appelé. Gera la nomme représentante de classe, impressionnée par sa première réponse plus tôt. Soudain remplie d'encouragement, elle a sprinté pour aider à enregistrer les niveaux de mana. Asta est impressionnée, comprenant comment la professeure forme ses étudiants. Shen mordit ses vêtements de jalousie. À ce moment-là, on invite le professeur adjoint à procéder. Il enlève le tissu de soie pour révéler un appareil de mesure du mana, extrêmement difficile à obtenir. Tout le monde le voyait pour la première fois, et il était temps de voir leur propre niveau de mana. Qui sait? Il pourrait y avoir un monstre caché dans la classe. Son point de vue est prouvé un peu plus tard, et tout le monde a l'aide de choc en voyant les chiffres inimaginables de Damien. Gera dit que l'appareil de mesure est facile à utiliser et demande à la représentante de commencer par verser du mana dans l'orbe de cristal. Dès qu'Arzan a touché la balle, elle a brillé de mille feux comme si elle commençait à calculer intérieurement. Un tas de signes et d'inscriptions sont apparus dans un cercle magique, mais il a rapidement affiché un grand chiffre 4 au milieu de la pièce. Il existe plusieurs indicateurs pour son pouvoir, mais le chiffre au centre indique le niveau de raffinement et la qualité du mana sur une échelle de 1 à 10. Les étudiants de première année de l'année dernière avaient en moyenne 3, donc son score était impressionnant. La fille rougit, ravie par l'évaluation rapide. Pour vérifier sa quantité, elle doit juste continuer à canaliser du mana dans l'orbe. Le maximum est de 100. La moyenne de l'année dernière était de 15, donc son 17 est un autre résultat solide. À en juger par la quantité et la qualité, il est évident qu'elle a travaillé dur. Le visage de l'élève devient rouge vif, en entendant que l'enseignant est fier d'elle. De même, Asta pouvait déjà voir qu'elle allait devenir une étudiante diplômée modèle. Gera laisse les choses entre les mains de l'assistant car elle a d'autres affaires à régler. Le test se déroule sans heurts et ceux qui ont terminé discutent de la façon de s'améliorer. Pendant ce temps, Shen invite également son nouvel ami à se faire mesurer. Des halètements de surprise ont retenti dans toute la pièce alors que quelqu'un obtient un niveau de raffinement de mana de 6. De plus, sa quantité de mana est de 20, un jumelage bien au-dessus de la moyenne. L'élève s'appelle Pirion et elle appartient à la maison de Donné. Bien qu'elle soit de la même maison que Dahlia, elle provient probablement d'une branche familiale. Les résultats de l'évaluation sont conformes aux attentes pour un enfant noble. Et bien que sa quantité de mana soit légèrement inférieure à sa pureté, ses chiffres sont toujours assez impressionnants. Damien se réveille encore une fois de sa somnolence et se demande tout ce bruit. Intrigué par lui, Asta explique le test et encourage le garçon désintéressé à se faire vérifier. Changeant immédiatement d'avis, il annonce qu'il va procéder à la mesure. Les 3 garçons s'alignent, et les camarades de classe marmonnent déjà sur les histoires qui les entourent. Il est dommage qu'il soit maintenant connu pour avoir battu X. Le tour de Damien arrive ensuite, et on lui demande de s'avancer. Tout ce qu'il a à faire est de tenir l'appareil et d'y verser son mana. Dès qu'il a fait comme on le lui avait demandé, l'orbe a brillé d'une lumière aveuglante et des halètements choqués ont bientôt rempli la pièce. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils voyaient un monstre juste devant eux. Sa pureté était de 9 sur 10 avec une quantité de mana de 67 sur 100. D'autres pensent que l'outil est cassé, ce qui est généralement la réaction des roturiers lorsqu'ils sont confrontés à un véritable génie. Pour eux, un niveau bien au-delà de ce que le bon sens peut saisir apparaît comme un mur brillant et imposant. Honnêtement, même Asta ne s'attendait pas à ce que Damien dépasse autant la moyenne. Il devient dangereusement clair pourquoi il l'appelait le monstre de la famille Blandor. S'il avait fait un effort dans la vie passée du dépanneur, alors le destin du continent aurait pu changer. Cette fois, il s'assurera qu'il reste une épine dans le pied de 2 clans en élevant Damien lui-même. L'instructeur est clairement abasourdi par les lectures et force un discours de routine sur la valeur d'un mage qui dépasse son mana. Acceptant ces commentaires, le garçon monstrueux se tourne vers Asta et lui demande s'il a déjà fini de mesurer. Tout le monde mourait d'envie de connaître les résultats du roturier qui traînait avec Damien et avait aplati X. Cela dit, il s'est avancé pour en finir. Pour éviter tout bruit supplémentaire, il ajuste sa sortie et vise un nombre moyen.
Ajusté et prêt à partir, il libère une quantité raisonnable dans l'orbe, mais se rend compte tardivement que la base de référence était beaucoup plus basse que prévu. Si cela se produit, alors l'appareil va mesurer beaucoup plus haut que prévu. Le niveau de raffinement qui apparaît au début est un solide 10, mais les indicateurs sont devenus noirs et ont dysfonctionné de manière incompréhensible. Une alerte d'erreur est apparue, indiquant que la limite de valeur était dépassée et devait être réinitialisée. Alors que tout le monde était confus, Damian a acclamé son ami et a crié profitéant. D'un autre côté, Asta suggère immédiatement une nouvelle vérification en raison de l'erreur du système. Son ami insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu d'erreur d'aucune sorte, et il lui dit de se taire. Le sourire narquois s'est répandu sur son visage, certain que la lecture était aussi vraie qu'elle pouvait l'être. Après avoir réinitialisé l'appareil, l'instructeur lui dit de réessayer. Cette fois, il atteint parfaitement les chiffres moyens, et les camarades de classe se calment après avoir vu des chiffres normaux sur ses indicateurs. Cependant, Damian le maudit explicitement. Asta se tourne et lui demande où il a appris ce mot, mais voit l'attitude de son ami changer complètement. Une expression de dégoût couvrait son visage alors qu'il reprenait son propre ami pour des bêtises. La fraude détourne le regard, incapable de parler librement maintenant. Plus tard, dans le premier hall de magie, Gérard regardait au loin, plongé dans ses pensées. Les réparations du deuxième hall avançaient bien. Mais pourquoi Kala attaquerait-elle Perun de toutes les personnes? Heureusement, son collègue expérimenté peut se débrouiller seul et n'a pas besoin de son inquiétude. Juste à ce moment-là, l'assistant professeur est entré dans son bureau et a remis le rapport du test de mana de ce jour. Elle jette un coup d'œil au dossier et en conclut que les étudiants de première année de ce semestre sont assez forts. Damian, en particulier, aura besoin de supervision comme prévu du prodige de Blandor. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en voyant le dossier d'Asta et comment il avait repassé le test à cause d'une erreur lors de la première tentative. Le code montre qu'il a dépassé le plafond de mana défini en ligne de base. Sachant mieux que la plupart, elle y réfléchit profondément et décide de le surveiller également. Pendant ce temps, Asta gronde Damian pour l'avoir interpellé avec des jurons.